Chers téléspectateurs, bienvenue à une nouvelle édition de notre programme au féminin. Aujourd'hui, grâce à la nouvelle technologie, on a pu contacter Florence Pointin qui se trouve actuellement en France. Aujourd'hui, nous allons découvrir un monde fascinant, un amour pour l'Égypte, pour l'égyptologie et également des écritures qui mettent la beauté de l'Égypte en relief à travers tout ce que Quentin Florence a fait dans sa vie, reliant toute sa vie à son second terre comme on l'appelle, à l'Égypte. Bienvenue, Florence, à notre programme. Merci. Merci de me recevoir dans votre belle émission qui donne l'honneur à toutes les femmes du monde et aux femmes égyptiennes. Et voilà, je suis très sensible à votre invitation. Merci d'être avec nous et on commence toujours notre interview avec des souvenirs de l'enfance, une période de la vie de l'être humain qui peut marquer vraiment sa vie pour toujours. Qu'est-ce que vous retenez de cette partie de votre vie et est-ce que l'Égypte était introduite à l'enfance de Florence Pointin? Alors oui, vous savez, merci de me poser cette question parce que pour moi, je suis venue en Égypte à l'âge de 12 ans avec ma mère et ma sœur. Et donc, c'était en 1972, vous voyez, donc c'est une Égypte, il y a très longtemps, qui était restée dans l'Égypte du Saïd. C'était encore une Égypte très traditionnelle. Et dès que je suis arrivée en Égypte, mais dès que je suis arrivée au Caire, j'ai eu l'impression de rentrer chez moi. Je n'étais qu'une petite fille et j'ai eu un coup de foudre immédiat pour votre pays. Et j'ai dit à ma mère, je veux devenir égyptologue, je veux revenir. Elle a pensé que c'était un rêve d'enfant, mais je l'ai réalisé. Et j'ai ressenti comme un accueil, comme si tout m'accueillait et si je reconnaissais une seconde terre pour moi. Et l'Égypte, ça a vraiment été une seconde naissance dans ma vie parce que j'avais perdu mon papa quand j'avais que 4 ans. Et donc, ma mère, qui était journaliste et reporter, elle nous amenait voyager dans le monde entier. Enfin, on a beaucoup voyagé avec ma sœur. Mais en Égypte, c'est comme si ça m'avait permis de traverser ce deuil de mon père. Ça m'a soutenue dans cette traversée difficile. Ça a été comme une seconde naissance pour moi, l'Égypte. Après cette première visite en Égypte, vous avez décidé d'étudier l'égyptologie et je voudrais savoir à travers les études, comment vous avez trouvé cette Égypte pharaonique? Est-ce que c'était la même idée que vous avez conçue avant ou il y a de différences, de nouvelles perspectives par exemple? Écoutez, déjà, j'ai donc quitté ma ville. J'habitais à côté de Lyon, dans le centre de la France, et j'ai décidé d'aller donc à Montpellier, dans le sud, pour rejoindre un institut d'égyptologie, parce qu'il fallait donc faire cette démarche. Il y a en France quelques centres d'égyptologie, et je voulais surtout rejoindre les cours de quelqu'un qui a été un maître pour moi, qui est donc François Domin, qui a été directeur de l'Institut français d'archéologie orientale, l'IFAO, pendant 10 ans. C'était un homme qui avait une approche très humaniste de l'Égypte pharaonique, qui aimait beaucoup l'Égypte, qui parlait l'égyptien. C'était très important pour moi qu'il ait vécu en Égypte si longtemps. Et donc, à travers les études d'égyptologie, d'apprendre la langue égyptienne, de déchiffrer les hiéroglyphes, eh bien, j'ai approfondi effectivement la culture pharaonique. Et surtout, j'aime beaucoup l'archéologie, mais j'aime beaucoup surtout les textes, l'épigraphie, traduire ces textes que les Égyptiens ont gravé sur les murs, sur les papyrus. C'est un message qu'ils nous ont transmis, qui nous ont, vos vénérables ancêtres qui nous ont transmis pour aujourd'hui. C'est encore un message que nous devons entendre. Et ça m'a vraiment passionnée de plonger dans cette Égypte pharaonique, non seulement à travers les monuments, mais à travers les textes. Alors, vous avez également mentionné que l'Égypte pharaonique n'est pas vraiment uniquement l'histoire, mais qu'il y a une continuation jusqu'à nos jours et que quelquefois, on a l'impression que cette vie n'est pas terminée et que les Égyptiens, ils ont toujours quelques traits des ancêtres. Vous qui avez étudié ça avec beaucoup de profondeur, quels sont ces traits que vous avez trouvés et qui restent toujours et qui gardent l'identité
de l'Égypte et des Égyptiens jusqu'à nos jours? Alors oui, pour moi, ce que je vous disais, c'est que mon amour de l'Égypte ne s'arrête pas à l'Antiquité, hein. C'est Oui. un objet d'étude, une passion, un travail universitaire, académique. Mais pour moi, j'aime tout en Égypte. J'aime les paysages et j'aime les Égyptiens contemporains. Et je trouve que les Égyptiens sont un peuple millénaire qui est à part dans le monde arabe. Les Égyptiens sont avant tout des Égyptiens. On ne peut pas les définir autrement, je pense, hein. C'est un carrefour de civilisation. C'est un peuple très riche. Et je trouve qu'il y a effectivement un continuum entre l'Égypte pharaonique, en dépit des envahisseurs, des changements, des ruptures. Il y a un continuum entre l'Égypte pharaonique et l'Égypte contemporaine. Et on le voit à plein de détails. Par exemple, c'est assez connu, mais le Sharm el-Nessim, cette grande fête, on voit que c'est une fête qui est toujours pratiquée par les Coptes, les musulmans, et c'est une fête pharaonique. Et je trouve que perpétuer une fête qui remonte à l'Antiquité et qui unit le peuple, hein, qui unit le peuple égyptien, ben c'est quelque chose de très beau symboliquement, dont d'autres peuples pourraient s'inspirer. Et quand en 2015, j'ai dirigé ce livre qui s'appelle Le Livre des Égyptes, c'est une sorte d'encyclopédie, j'ai tenu à ce que Faiza Ekal, qui travaille à l'université américaine du Caire, qui est une grande égyptologue égyptienne pour laquelle j'ai une immense affection et admiration, je lui ai demandé de faire la conclusion de ce gros livre de 1000 pages sur l'héritage pharaonique de l'Égypte contemporaine. Et elle a donné plein d'exemples et c'est fascinant de voir comment cette Égypte pharaonique a réellement ensemencé, a enrichi votre culture. Et jusqu'à maintenant, vous avez consacré combien de livres afin de parler de l'Égypte? Alors, j'ai consacré 7 livres et j'ai aussi écrit dans des encyclopédies en plus, donc au moins 7 ou 8 encyclopédies. Et mon prochain livre sera consacré aux reines d'Égypte, aux grandes reines d'Égypte, et il sortira. C'est un livre au féminin. Écoutez, oui, je pense qu'il faut rendre hommage au féminin, mais mon dernier livre, c'était sur Toutankhamon. Donc voilà, je laisse la part belle aussi au pharaon et à ces merveilles qu'on a exhumées du sol égyptien. Alors, on passe à la femme égyptienne à l'époque pharaonique. Et là, expliquez-nous pourquoi la femme, quand elle existait, par exemple, pour les statues, elle était toujours à côté du roi, elle était toujours bien figurée. Et je crois que même les textes parlaient très bien de la femme en tant que mère, en tant qu'épouse. Elle était respectée également comme fille. Alors, à cette époque-là, dans ce contexte, je crois que l'Égypte avait cette spécialité où elle était unique à travers ce respect envers la femme. Qu'est-ce que vous en pensez à propos de ça? Oui, vous avez tout à fait raison. C'est exactement ce que les textes nous révèlent, hein. On a des textes, par exemple une grande littérature amoureuse où on voit que l'homme vénère sa bien-aimée, hein. Il la voit presque comme une déesse, comme une étoile. C'est très très beau ces poèmes d'amour. Et puis on a aussi des textes juridiques, des textes, on va dire, de concret, où on voit que la femme égyptienne bénéficiait d'un statut unique à l'époque, unique dans tout le monde antique. Les Grecs, bien plus tard, hein, 1000 ans plus tard, les femmes en Grèce étaient considérées comme des mineures, elles n'avaient pas de droit. La femme égyptienne pouvait gérer sa dot, elle pouvait se séparer de son mari, elle pouvait diriger un grand domaine. On connaît des traces de femmes médecins, même d'une femme amirale qui dirigeait une flotte sur le Nil. Et puis, il y avait, c'est extraordinaire de voir, par exemple, dans les minutes d'un procès, on voit qu'une femme intente un procès pour
pour récupérer sa dot ou pour pouvoir gérer à la mort de son époux un grand domaine. Elle dit, moi, je peux prendre la suite de mon mari. Donc, les femmes avaient un statut très privilégié. Elles étaient respectées. Elles étaient aussi respectées effectivement comme mères, comme épouses, comme sœurs, à l'image d'Isis. Parce que Isis, c'est ça, c'est l'épouse bien aimante, c'est l'épouse fidèle, c'est la sœur de Nephthys aussi qui pardonne l'infidélité de Nephthys. Et c'est aussi une mère admirable, c'est la mère d'Horus. C'est un peu l'incarnation de la femme idéale en Égypte. Également, je crois que cette image sacrée de la femme était également associée à l'image sacrée du Nil. Oui, tout à fait, parce que le Nil, il est fécond. Hein. Le Nil, c'est celui qui donne la vie à l'Égypte. Sans le Nil, l'Égypte est un désert. Donc, ce grand fleuve nourricier, il est représenté par le dieu Hapi, qui a des mamelles, qui a des seins. Hein. Donc, c'est un dieu qui nourrit les hommes. Et effectivement, le Nil est une sorte de père. Hein. Dans les hymnes, on voit, tu es le père de l'Égypte. C'est un père et une mère nourricière. Et à travers le temps et jusqu'à aujourd'hui, on parle toujours de fouilles. Et d'un jour à l'autre, il y a vraiment des découvertes qui éblouissent le monde entier. Récemment, il y avait une découverte à Saqqara avec vraiment des cercueils magnifiques qui gardent toujours leur couleur, des momies. Et est-ce que l'Égypte, elle possède le nombre de momies le plus important autour du monde jusqu'à maintenant? Ah oui, l'embaumement des corps, c'est vraiment quelque chose de foncièrement égyptien. Cette, on va dire, obsession de conserver le corps comme support de l'âme. Et c'est essentiel pour avoir une possibilité de survie dans l'au-delà. Et les Égyptiens aimaient beaucoup la vie, j'aime bien le rappeler. Ils adoraient la vie. Ils adoraient se réunir avec leurs amis dans des banquets, avec leur famille. Mais ils préparaient l'au-delà. Ils pensaient toujours qu'il y avait une vie, ils étaient très en avance pour ça. Hein. Alors, les autres civilisations à l'époque pensaient qu'il n'y avait presque plus rien après, que le séjour des morts était triste, aussi bien chez les Hébreux que chez les Grecs. Les Égyptiens, ils ont créé un royaume de l'invisible, un royaume où on pensait qu'on pouvait être heureux dans une autre vie après la mort. Le chant des offrandes, c'était une sorte de paradis. Et c'est très, très novateur de la part des Égyptiens d'avoir pensé ça. Oui. Donc, effectivement, aujourd'hui, on découvre tous ces corps embaumés et je pense qu'on n'est pas au début, on n'est qu'au début d'autres découvertes et que l'Égypte est un sol extraordinaire pour ça. On a encore pour des centaines d'années de découvertes. Et ça ne m'étonne pas, on a découvert à peu près 80 ou 100 sarcophages de Saqqara et on se rend compte, en plus, on vient de découvrir qu'il y avait un texte qui s'appelle le livre des deux chemins, une sorte de livre funéraire, et c'est une découverte extraordinaire. Et l'Égypte n'arrête pas de nous annoncer de nouvelles découvertes. Et je vais vous poser une question, je ne sais pas, est-ce qu'il y a vraiment une explication scientifique? C'est que des fois, on dit que les textes trouvés, il y a une sorte de déjà-vu, si vous voulez, ou de prédiction à propos de l'avenir à travers ces textes que les Égyptiens, les anciens, ils avaient vraiment une vue de la vie après, pas au-delà, mais à l'avenir. Est-ce que vraiment il existe des textes pareils? Est-ce qu'ils parlent de l'avenir ou une sorte de texte Nostradamus? Alors, je dirais pas ça, mais il existe des textes qu'on appelle des textes hermétiques. Alors, c'est à la toute fin de l'époque pharaonique, enfin même de l'époque gréco-romaine, tout premier siècle avant notre ère et les premiers siècles de notre ère, où effectivement ces textes annoncent, d'une manière assez prophétique d'ailleurs,
que les temples vont tomber dans l'oubli, que le sable va recouvrir cette civilisation pharaonique et que les textes, le sens des textes sera perdu. En cela, oui, ils sont prophétiques, ils ont été prophétiques. Oui. En revanche, effectivement, moi, en tant qu'égyptologue et scientifique, je me méfie beaucoup parce que l'Égypte, c'est ce que je dis souvent dans mes conférences, plus on sait de choses de manière scientifique et plus il y a des fantasmes qui naissent à côté. Et en Égypte, il y a beaucoup de gens qui voient des choses un peu fantastiques, qui relèvent de l'imaginaire, mais pas de la réalité, en tout cas, de l'égyptologie. Oui, c'est par amour et l'égyptomania, vraiment, c'est quelque chose qui vraiment est connu surtout en Occident et en France. Et j'aimerais bien parler de cette réflexion de l'égyptomanie en France à travers l'architecture. C'est qu'on a découvert qu'il y a des fontaines, qu'il y a des bâtiments inspirés de l'Égypte ancienne, des temples et autres. Et que vraiment, c'était une mode qui régnait sur la France, quoi. J'ai vu pas mal de choses pareilles à Paris. Est-ce que cette égyptomanie, elle existe ou elle revient sur scène actuellement? Écoutez, comme l'a dit notre ami franco-égyptien Robert Solé, que vous connaissez bien, qui est aussi un ami, j'ai fait un livre avec lui. L'Égypte, c'est une passion française. Et c'est pas, certes, il y a eu l'expédition de Bonaparte, etc., mais je pense qu'il y a quelque chose de très profond entre nos deux peuples, un lien intime, parce que je vois la passion qu'ont les Français pour l'Égypte. Et cette égyptomanie, vous avez raison de préciser, on dit toujours l'égyptomanie, c'est aimer l'Égypte. Non, l'égyptomanie, vous avez raison, c'est la traduction dans des formes architecturales de l'Égypte, de formes égyptiennes. Et alors, au 19e siècle, quand Bonaparte est rentré d'Égypte, alors là, ça a fleuri dans la mode, ça a fleuri sur les meubles, dans les bâtiments, et on voyait partout des visages égyptiens, des thèmes égyptiens, etc. Mais dans les années 30, le bijoutier a fait des bijoux extraordinaires, on aimerait tous en porter, avec des scarabées, vous savez, art déco, années 30, des scarabées et des motifs inspirés de l'Égypte ancienne. Donc cette égyptomanie, vous avez entièrement raison, elle fait tout le temps retour, elle revient toujours, elle s'éteint un peu et elle revient. Et aujourd'hui, moi je vois beaucoup de gens qui portent des croix en C, ou qui sont tatoués avec un œil ou jad. Je ne sais pas s'ils savent ce que ça veut dire, mais ils sont fascinés par ces motifs égyptiens. C'est une longue histoire. Oui. Et quand vous visitez l'Égypte actuellement, Florence, où vous aimez aller? Ah, alors écoutez, moi j'aime l'Égypte d'Alexandrie, qui est une Égypte méditerranéenne. Oui. J'adore le Caire, qui est une ville trépidante, une ville avec une énergie extraordinaire. Alors on dit, oh là là, mais c'est une ville de 20 ou 30 millions d'habitants, c'est pollué. C'est une ville qui a une énergie, on sent le cœur battant de cette ville. C'est une ville très, très puissante. Et puis moi j'aime beaucoup le sud, j'aime beaucoup le Saïd. J'adore aller évidemment me promener à Luxor, rester à Luxor, louer un appartement, me promener, voilà, un peu aller dans les sites où je vois toujours quelque chose de nouveau que je n'avais pas vu avant. L'égyptologue Florence Quentin, quand vous visitez l'Égypte actuellement et que vous voyez la femme égyptienne actuelle, quelle est votre vision de cette femme actuelle? Et si on peut faire une petite comparaison avec l'égyptienne d'aujourd'hui et l'égyptienne de l'ère pharaonique, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, ça dépend si on est en ville ou si on est à la campagne. Oui. Effectivement, quand on est à la campagne, on voit, comme je vous le disais, des scènes qui sont inchangées depuis l'Égypte pharaonique. Quand on est sur un bateau, sur une dahabiyeh ou sur une foulouk, on voit ces femmes qui accomplissent exactement les mêmes gestes que sur les fresques. Et donc, on a l'impression effectivement que rien n'a changé, alors qu'en réalité, bien sûr, que les choses changent. Mais c'est un peu un cliché qu'ont les touristes. Mais je comprends que c'est un cliché parce que c'est très saisissant quand on voit ces scènes, de voir que ces femmes accomplissent les mêmes gestes.
Et en ville, effectivement, c'est très différent. Mais je trouve que quand je vous écoute, en tout cas, et quand je vous vois et quand je pense à cette émission, et je pense que la femme égyptienne, donc j'ai écrit sur Isis, vous le savez, je trouve que la femme égyptienne est vraiment une descendante d'Isis. Parce qu'on voit que la femme égyptienne, elle est très courageuse. Elle porte souvent beaucoup de choses, hein, mais vous savez, c'est la même chose dans le monde. Hein. Les femmes, elles portent un peu le monde. Hein, c'est pas une métaphore. Elles s'occupent de leur famille. Elles veulent travailler, avoir de l'indépendance, et elles sont pour ça très proches de on va dire, de ces grandes images pharaoniques, de voilà, de ces déesses et de ces femmes qui s'occupent à la fois de leur domaine, de leur famille, tout ça dans la même vie. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très courageux chez la femme égyptienne, de très courageux, d'être très opiniâtre, quelqu'un qui ne renonce jamais et qui prend soin des autres. Et ça, c'est tellement la figure d'Isis que j'ai l'impression de voir beaucoup d'Isis dans la rue quand je vais en Égypte. Et on a toujours l'impression que l'Égyptienne, à l'époque pharaonique, elle était cultivée, pas seulement éduquée, mais cultivée. Elle était forte et ambitieuse. Est-ce que c'est vrai ou on a mélangé un peu le caractère des grands pharaons avec le caractère de l'Égyptienne ordinaire? Je pense que c'est une des fonctions que l'on retrouve un peu pareil. Il y a dans la société ou on va dire chez les femmes, comme chez les hommes, hein, des caractères qui sortent de l'ordinaire. Hein. Il y a des femmes qui sont dans leur rôle dit traditionnel. Hein. Elles vont être des mères, des épouses, donc elles vont régner sur la maison. Et puis, il y a toujours des caractères de femmes dans le monde entier. Ça se voit dans toutes les civilisations. Des femmes qui ont un caractère différent et qui vont vouloir un petit peu se mettre en rupture avec l'ordre établi et qui vont s'affirmer en disant moi je veux affirmer quelque chose de différent. Ça va pas de soi dans aucune société, dans aucune civilisation. Et je dis souvent que l'Égypte a connu 5 reines pharaons, dont Hatshepsut. Et en France, nous n'avons même pas eu une seule fois un président de la République femme. Hein. Donc vous voyez que je dis souvent que l'Égypte ancienne a beaucoup à nous apprendre. Et je pense qu'il y avait en Égypte ancienne, comme aujourd'hui dans le monde, des femmes qui avaient un caractère plus trempé, qui se sont affirmées. Et parfois, ça n'a pas été de soi. Mais l'Égypte pharaonique a favorisé, je pense, l'éclosion de ces talents. Je voudrais parler de cette exposition de Toutankhamon. Bien sûr, évidemment, vous l'avez visité. Voir ces objets d'art, ces pièces devant vous en France. Quels sont vos sentiments à propos d'une expérience pareille, étant donné que vraiment ces pièces voyagent pour la première fois? Alors, je les avais vues, bien sûr, je les connaissais du musée du Caire, qui est un musée que j'adore. Alors, le futur musée va être extraordinaire, hein, j'imagine. Mais ce musée de la place Tahrir, je l'aime beaucoup. Il a un charme, voilà, mais il sera toujours ouvert. Hein. Et donc, quand je suis arrivée à la Villette, à Paris, j'ai été éblouie quand même par la mise en scène. C'était ce qu'on appelle une exposition immersive. Donc, on rentre dans le noir comme ça et c'était éclairé. Les objets étaient éclairés. Il y avait des extraits de textes, parce que j'aime beaucoup les textes, j'avais compris, du livre des morts, etc. C'était très, très bien mis en scène. Et ces objets éclairés, on avait l'impression d'être dans une forme de sacré, hein, de sacralité. On rentrait dans un lieu sacré et on sentait qu'on est... Voilà, j'ai vu des gens, j'étais très étonnée, enfin, pas tellement en tout cas, pleurer d'émotion devant la grande statue noire de Toutankhamon, la statue de son cas, noire et dorée. Et quand ils sont arrivés devant cette statue, j'ai vu des gens se mettre à pleurer. Et là, je me suis dit, l'Égypte ancienne,
elle est insurpassable, elle est incomparable. C'était très, très émouvant. Oui. Vous avez parlé du musée du Caire, celui qui se trouve sur la place Tahrir. Bien sûr, c'est un des chefs-d'œuvre qu'on possède en Égypte. Et le bâtiment et également les pièces exposées. Et actuellement, le grand musée du Caire, on est au seuil de l'inauguration de ce grand projet. Non seulement l'exposition de pièces, mais également il y aura des ateliers pour la restauration, également des centres de recherche consacrés à l'égyptologie. Comment voyez-vous ce projet du Grand Musée comme un lien ou un projet qui relie l'exposition ou l'Égypte pharaonique au monde de la recherche et de la technologie d'aujourd'hui? Écoutez, moi, je suis très impressionnée parce que pour l'instant, ce que on peut visiter, enfin, pas tout le monde, hein, ce sont les laboratoires de restauration et de recherche. Je suis très impressionnée par les moyens qui sont déployés, par le travail. Il faut saluer le travail exceptionnel que font les équipes égyptiennes sur les objets. Il y avait des objets qui étaient dans les réserves du musée de la place Tahrir, qui étaient inconnus, puisqu'il y a tellement de merveilles, il y avait tellement de merveilles dans ce musée, qu'on continue à découvrir, notamment il n'y a pas longtemps, un écrit sur cuir, un manuscrit sur cuir, justement un texte funéraire. On ne savait même pas qu'il était là. Sauf que tout ça a été des réserves, et là, on retrouve des merveilles. Et on voit ces jeunes femmes avec leurs pinceaux. Moi, je trouve cette image extrêmement touchante d'une jeune femme restauratrice en train de nettoyer le lit funéraire de Toutankhamon. Cette image qu'on voit, et puis les personnes qui travaillent sur les textiles. Il faut des doigts de fée pour faire revenir ces textiles qui ont été portés par vos ancêtres, les faire revenir. C'est avec amour. C'est fait avec amour et avec, j'imagine, je le sens en tout cas, voilà, habileté, beaucoup de technologie aussi, avec les meilleures technologies. Et puis j'espère, en tout cas, je le crois, avec la conscience que c'est votre héritage et que c'est un héritage que le monde entier vous envie. Quentin, Florence, vraiment, je vous remercie infiniment pour cette interview et pour cette grande amour pour l'Égypte qui restera éternelle à travers vos recherches, à travers vos livres fascinants qui donnent envie de découvrir encore plus l'Égypte. Je vous remercie de votre accueil et voilà, le Nil coule dans mes veines, disait André Chédid, c'est la même chose pour moi. Mille merci et c'était notre interview grâce à cette nouvelle technologie avec l'égyptologue Quentin Florence qui se trouve actuellement qui se trouve en France et nous au Caire, mais à travers cette nouvelle technologie, on a pu vraiment être ensemble à travers cette édition de Au Féminin. Rendez-vous la semaine prochaine, chers téléspectateurs, avec une nouvelle figure au féminin qui a très bien réussi. Merci. Merci.